Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue, bienvenue à l'atelier du jeudi soir offert par Raja Yoga BKF. Donc, je suis Stéphane. Je pense que il est toujours bon de préciser quand même qui parle et d'où il parle. Donc, je suis ce soir votre serviteur, donc Stéphane, basé à Grenoble, au cœur des Alpes. Il est même dit que Grenoble est censé être la capitale des Alpes, à minima du Dauphiné. Et donc, je pratique le Raja Yoga depuis quelque temps déjà, un peu plus de 3 décennies. Et j'ai la chance aussi donc de transmettre cette connaissance. Et à un niveau professionnel, eh bien, écoutez, je suis essentiellement dans le monde de l'entreprise, en tant que formateur, consultant et coach pour manager. Donc très heureux d'être là parmi vous ce soir. Je vois qu'il y a déjà une petite quinzaine de participants, donc nous allons commencer. Alors la thématique de ce soir, faut-il vous la rappeler? Bon, elle est inscrite à l'écran, 3 clés simples pour rester paisible dans un monde instable. Alors si on avait un petit peu plus de temps, eh bien, peut-être je brosserai un peu le tableau de ce que l'on pourrait appeler un monde instable, mais je pense que d'une part, on n'a pas tant de temps que ça, on va terminer à 20 heures ou plus tard, et puis d'autre part, même si j'espère que vous n'êtes pas constamment branché à l'actualité ou connecté à l'actualité, hein, parce que on est dans un monde qui nous pousse à ça, hein, à être tout le temps connecté, et donc à être impacté par tout ce qui se passe, hein, et surtout que les médias relayent quand même plutôt des mauvaises nouvelles, des nouvelles désastreuses. Donc, même si vous n'êtes pas connecté constamment à l'actualité, bien, j'imagine que vous devez quand même percevoir que si, comme moi, vous êtes notamment du XXe siècle, hein, je suis né au XXe siècle, si vous êtes du XXe siècle, il y a quand même une accélération, et ça depuis pas mal de temps, mais la crise du Covid a amplifié ça. Et je dirais que la- l'élection et l'arrivée à la présidence aussi de Donald Trump, c'est une couche supplémentaire, l'intelligence artificielle, etc., etc., et tout ce qui se passe, hein, notamment au niveau bien sûr, de l'environnement, la crise de la démocratie, etc. Donc, on ne va pas aller là-dedans, on ne va pas faire la liste de Prévert, parce que de toute façon, on pourrait la faire jusqu'à même pas seulement 20 heures, mais 21 heures, 22 heures. On va se concentrer sur nous. Et donc, quand je parle de 3 clés simples, je veux dire par là que c'est des clés qu'on peut activer facilement au quotidien, hein, pour rester paisible. Et j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous souhaitez rester paisible, malgré justement tout ce qui peut se passer. Et donc, effectivement, ces clés sont tellement simples qu'on peut oublier de les activer, même quand on les connaît. Alors, on va dire qu'il y a 2 clés qui sont très spécifiques à la voie du Raja Yoga, ou on va dire à toute voie spirituelle, authentique, et en particulier à la voie donc VOIE du Raja Yoga. Et puis, il y a une clé qui est plus, comment dirais-je, générique et reliée à notre bien-être physique, mais ça me semble quand même important de revenir sur cette clé parce qu'encore une fois, elle peut être tellement évidente que même si on en a entendu parler, même si peut-être on a pratiqué à un moment donné ou à un autre, on on n'est pas forcé, enfin, bon, on n'applique pas forcément cette clé, du coup, on ne prend pas véritablement soin de nous. Donc, ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a des études maintenant longitudinales, hein, donc des études sur le temps très long, qui montrent quelque chose
excusez-moi, petit chat dans la gorge, qui montre quelque chose de très intéressant, c'est que ce qui est prédictif du fait qu'une personne va avoir justement une vie plutôt heureuse, plutôt paisible, au moins intérieurement, ce ne sont pas les grandes décisions qu'elle va prendre. Hein. C'est pas est-ce que je me marie, est-ce que j'essaie de devenir papa, maman, est-ce que je déménage, est-ce que je quitte mon entreprise, est-ce que je divorce, etc. Bien sûr, ces décisions vont avoir un impact, mais au final, ce que nous montrent les études, encore une fois, donc sur un temps très long, c'est que les personnes qui arrivent à vivre de façon plutôt heureuse et paisible au quotidien, quelles que soient les circonstances, ce sont les personnes qui ont développé des bonnes habitudes. Et donc finalement, je dirais que toute voie spirituelle authentique, c'est une voie qui nous apprend simplement à développer ou à retrouver de bonnes habitudes, des habitudes saines. Le Raja Yoga en particulier hein, va vraiment dans ce sens-là, avec notamment l'habitude de l'observation de soi, l'habitude de la méditation, se reconnecter à ce qui est de plus beau en nous, hein, se reconnecter aussi à la source, etc. Certains, j'imagine, parmi vous doivent connaître ça. Et je dirais que la première habitude, la première clé que je vous propose de retrouver, c'est l'habitude d'activer la clé de la respiration. Alors cette clé de la respiration, encore une fois, elle fait tellement partie de nous, la respiration. Mais la question, c'est est-ce que je respire bien au quotidien? Et est-ce que je suis conscient de l'impact de la respiration sur l'ensemble de mon existence? Alors, bien sûr, l'ensemble des activités corporelles, hein, et on va voir, vous verrez quelques petits chiffres sur l'importance notamment de l'oxygénation du cerveau qui, grosso modo, à chaque inspire que l'on fait, hein, prend entre 20 à 25% de l'oxygène qui est inspiré. Donc, il a vraiment besoin de beaucoup d'oxygène. Et si j'inspire de la mauvaise façon, si je suis bloqué à un niveau ou à un autre, eh bien, évidemment, ce sera à mon détriment. Hein. Donc, il y a le côté de la quantité, il y a le côté de la qualité, il y a un impact aussi sur la digestion. Donc, on va voir tout ça assez brièvement. OK? Et on fera un petit exercice respiratoire. Encore une fois, le but, c'est que chacun puisse pratiquer au quotidien parce que justement, dans un monde qui devient de plus en plus instable, et je ne connais pas vos perceptions, ma perception, c'est que cette instabilité ne va pas cesser de sitôt, au contraire, elle va croître. Les crises vont continuer de s'empiler parce que c'est un mouvement général. Ça veut donc dire qu'il faut vraiment nous faire d'autant plus attention à nous-mêmes. Il s'agit d'être d'autant plus résilient. On pourrait parler aussi de la résilience. Alors, le, le fait est qu'il y a une première connexion évidente, hein, c'est entre la respiration et les émotions. Et on voit bien, alors bien sûr, c'est respiration, émotion et finalement nos pensées. Hein. Si justement en apprenant une nouvelle, soit une nouvelle globale, parce que je suis intéressé par le global, peut-être la géopolitique, une mauvaise nouvelle, soit une nouvelle qui me touche plus particulièrement. Si je commence à créer des pensées d'inquiétude, de pessimisme, etc., et si je ne suis pas conscient de ce qui se passe en moi, eh bien, je pense que vous l'avez tous vécu, hein, ma respiration peut-être va devenir moins profonde ou carrément certains muscles vont se bloquer. Bon, un des muscles les plus importants de la respiration, c'est le diaphragme. Hein, et on voit effectivement que à force de ne pas savoir accueillir nos émotions, et on a
en général pas véritablement appris à accueillir nos émotions. Bon, je pense que pour les représentantes de la gente féminine, en règle générale, hein, mais je parle bien sûr à grands traits, vous donnez l'impression de mieux savoir accueillir vos émotions, d'être plus à l'écoute de votre intériorité que pour nous les hommes. Et bien sûr, je parle à très, très grands traits. Il y a certainement des cas particuliers. Mais je sais, par exemple, pour quelqu'un de ma génération, donc moi je suis né, encore une fois, dans les années 60, au XXe siècle, et donc tout ce qui était question d'intelligence émotionnelle, d'accueil des émotions, ça n'a jamais fait partie de mon cursus éducatif, ni, ni familial, ni scolaire, ni universitaire, hein. Donc c'est seulement quand je suis venu à la spiritualité que j'ai compris cela. En tout cas, on respire très souvent. Enfin, heureusement qu'on respire très très souvent parce que ça fait partie de notre métabolisme. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de friture pour tout le monde. Non, ça va. Il y a une personne apparemment qui a de la friture. Alors, ça peut dépendre des connexions de chacun. Ça pourrait venir de ma connexion, mais si Laetitia, si vous êtes la seule à avoir cela, bah, écoutez, j'espère que ça va cesser. Mais en tout cas, on respire tellement, souvent il y a tellement de cycles d'inspire et d'expire dans la journée qu'effectivement, on peut prendre ça pour acquis, on n'y fait plus attention, on sait que c'est important, mais au final, peut-être on laisse quand même de mauvaises habitudes s'engrammer dans notre corps et du coup, on va respirer de moins en moins bien. Et quelqu'un qui respire de moins en moins bien, a priori, il y a des chances qu'il pense aussi de moins en moins bien. Et il y a des chances aussi que les émotions le submergent encore plus quand il y a des situations délicates ou qu'il perçoit comme délicates. Donc l'idée, s'il y a bien un cercle qui peut être vicieux entre les émotions, la respiration et les pensées, ce serait de créer un cercle vertueux. Déjà en reprenant conscience, euh, tout simplement du cadeau de la respiration, le cadeau du souffle. Ce que je vous propose déjà, c'est peut-être juste maintenant, alors même que vous êtes en train d'écouter un inconnu ou un quasi-inconnu qui vous parle via l'électronique, c'est de prendre conscience du flux d'air qui passe par vos narines et que ce flux d'air apporte de l'oxygène, entre autres, hein, d'autres gaz, mais surtout pour nous vital de l'oxygène. Cet oxygène va nourrir bien sûr le cerveau, mais tout le corps. Et après, en plus de ça, avec le reflux de l'expire, il y a des tas de toxines, il y a des tas de déchets qui vont partir par ce biais-là. Donc, reprenons conscience de ça et ayons de la gratitude. Ah oui, c'est super, je respire, je suis en vie. Et la gratitude, c'est un sentiment, justement, qui va contribuer à ce que je reprenne davantage de maîtrise de mon existence, de mon intériorité. Donc, l'idée, c'est finalement d'avoir de la gratitude pour les petites choses. On a l'impression que ce sont des petites choses, mais finalement, ce sont des phénomènes qui sont essentiels pour nous. C'est un asthmatique qui vous parle, hein. Donc, il m'est arrivé 2 fois d'avoir des très graves crises d'asthme. Et peut-être vous avez d'autres personnes autour de vous. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais quand on ne peut plus respirer, c'est vraiment très désagréable et on a l'impression qu'on peut mourir, effectivement. Donc voilà, puissais-je développer de la gratitude pour ce flux d'air et avoir conscience aussi que le processus de respiration n'est pas seulement par le nez, mais la peau aussi. Il y a des échanges hein,
respiratoire au niveau de la peau. Et c'est pour ça qu'il s'agit de bien oxygéner la peau. Il faut faire attention aux tissus que l'on met, hein, tout ce qui est tissu synthétique, etc. C'est pas, tout ça, c'est pas idéal. Il faudrait plutôt aller vers le naturel. Donc, pour continuer et pour aller petit à petit vers un exercice pratique, j'attire aussi le fait que, j'en ai parlé un petit peu au début de l'introduction de cette clé, la respiration va vraiment beaucoup impacter notre digestion, hein. Elle va vraiment nous aider à mieux digérer, hein. Et quand on connaît l'impact du microbiome ou du microbiote, hein, c'est-à-dire que le microbiote peut conditionner notre humeur. On sait que des personnes qui ont un mauvais microbiote, dans le temps, on disait une mauvaise flore intestinale, eh bien, peuvent devenir dépressives. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du microbiote. Eh bien, sachons, encore une fois, respirer de façon plus consciente et du coup, aider notre digestion. Et quand on connaît, alors si vous êtes familier ou familière du Raja Yoga, vous savez peut-être que aussi dans le Raja Yoga, on rappelle, et j'imagine que d'autres traditions vont dans ce sens-là aussi, mais dans le Raja Yoga, on rappelle que la qualité des pensées que je produis dépend au minimum, et je dis bien au minimum, à 60% de la qualité de la nourriture que j'ingère. Ok. Et donc, bien sûr, de la digestion. Donc, on voit toute la merveille aussi de l'existence en général et la merveille de la vie humaine en particulier, mais ce serait pour toutes les créatures de cette terre. Mais bon, puisque nous sommes humains, donc nous nous focalisons sur nous, c'est que tout est interconnecté au final. Et donc, c'est tellement facile de faire davantage attention à ma respiration, au moins au quotidien. Ok. C'est tellement facile de réguler des émotions désagréables, par exemple, avec une pratique respiratoire, une petite pratique là qu'on va voir, que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr, mais encore une fois, il s'agit de le pratiquer régulièrement. C'est tellement pratique de se mettre en énergie avec certaines pratiques de souffle, alors qui viennent soit du Qigong, soit du Hatha Yoga, un certain pranayama. Donc, on va activer ce qui s'appelle le système sympathique. Il est sympathique, ce système, effectivement, parce qu'il nous permet de, de nous activer, de réagir aussi quand il y a des situations difficiles, notamment, par exemple, des situations de danger. Et puis, il y a des techniques respiratoires, au contraire, qui vont activer le frein, le système parasympathique, qui vont permettre au corps de se relaxer. Quand le corps se relaxe, eh bien, l'esprit se relaxe. Donc, on voit en permanence, c'est assez fabuleux, cette interconnexion entre le souffle, le corps et les sensations qui sont dans le corps, et les sentiments, les émotions et les pensées. Alors, comme c'est dit ici, mieux vaut effectivement respirer par cet organe, donc le nez, sauf si on fait un sport intense, bien sûr, pour tout un tas de raisons que je vais pas développer là. Alors notre défi, effectivement, c'est qu'il y a différentes, comment pourrais-je dire, différentes barrières entre nous et une bonne pratique respiratoire. Donc encore une fois, le problème de la quantité qui peut venir simplement de la posture assise, hein. Donc, vous le savez probablement, des études, là encore une fois, sur le temps long montrent que notre corps n'est pas du tout fait pour être assis, hein. Et on est probablement la civilisation, même certainement la civilisation la plus assise de l'histoire de l'humanité. On est assis devant nos écrans, on est assis à table, on est assis dans les transports. Et même si on fait du sport par ailleurs, eh bien, euh, certainement qu'on dérègle notre corps. Et comme on va petit à petit s'affaisser à force d'être assis aussi, on va moins bien respirer, notre cerveau va être moins oxygéné, alors qu'on fait des métiers effectivement qui demandent de plus en plus de, de réflexion.
Il y a la question de l'air pollué. Enfin, voilà, je ne vais pas insister non plus sur tous les problèmes. On est là pour se faire du bien. Donc, et puis tout ça, ça se trouve facilement. Donc, si je fais attention à, par exemple, au moins toutes les heures, si je dois travailler toute la journée à un bureau, bon, déjà, je vais essayer de ne pas rester toute la journée assis, me lever au minimum à chaque heure, quelques minutes, faire des exercices, et puis pourquoi pas faire un exercice d'hyperventilation. Alors, bien sûr, si je suis stressé, au contraire, je peux faire un exercice, comme on va le faire, qui va activer le parasympathique, donc le frein. Mais sinon, si c'est plutôt pour oxygéner mon cerveau, je peux faire un exercice d'hyperventilation. Je vais avoir un inspire qui sera plus long que l'expire. Et je pourrais m'amuser aussi, puisqu'on est quand même là dans un, comment dire, une conférence dans le cadre du Raja Yoga, donc une voie spirituelle et une voie méditation, je pourrais m'amuser à observer mes pensées et à voir l'impact que ce changement de rythme respiratoire a sur mes pensées. Alors là, juste un petit, comment dirais-je, tableau, c'est même pas la peine, hein, comment dirais-je, de prendre des notes, mais il y a un spécialiste de la respiration qui s'appelle Edward Stack, qui a écrit un excellent livre pour justement nous permettre de mieux respirer, qui s'appelle Les Vertus de la respiration, et qui nous dit que quand on respire mal, eh bien, par exemple, si on est une femme et qu'on a une capacité respiratoire de 3 à 4 litres, donc bien sûr, il y a la capacité, et puis après, il y a la fréquence respiratoire. Et par exemple, dans cet exemple, on aurait une capacité d'inspirer 35 litres par minute en moyenne, hein, parce que, il y a effectivement entre 8 et 12 cycles respiratoires. Mais si on respire mal, eh bien, on va respirer que 5 litres, ce qui fera qu'il y aura un gros déficit, 85% de déficit potentiel. Alors, on n'a probablement pas besoin de respirer à 100% de notre potentiel tout le temps, mais quand on voit cette différence, on se dit, voilà, il y a probablement des remèdes à apporter ou une attention spéciale à apporter. Et puis, quand on est un homme, donc avec une capacité légèrement supérieure, c'est encore plus, ça peut être encore plus flagrant. Voilà, donc c'est pour illustrer le propos. Donc, ce que je vous propose là, c'est de faire quelque chose que certains d'entre vous. euh, alors, Laetitia, ok. J'espère que Laetitia, vous pourrez peut-être assister au replay, si ça, donc à la retransmission en différé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble, parce que quand on fait aussi des exercices comme ça ensemble, souvent c'est plus puissant. On va faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Alors là, peut-être que je ne vais pas pouvoir l'activer comme ça. Il va peut-être falloir que je passe différemment. Veuillez m'excuser. Attendez. S'il y a des questions par rapport à ça, alors, des questions ou des observations. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites déjà vraiment suffisamment euh, attention à votre respiration? Est-ce que vous avez l'impression que vous respirez bien ou est-ce que vous pensez effectivement qu'il y aurait peut-être à vous améliorer dans ce domaine-là? Alors, n'hésitez pas à intervenir soit au micro, soit via la boîte de dialogue de Zoom. À vous de voir. Bon, moi, je considère, je suis quelqu'un de positif. Je pense, ah d'accord, j'allais dire, je considère, je suis face à des experts de la respiration, mais voilà, il y a des personnes honnêtes et donc, effectivement, ok. Ben voilà, je pense que on en est tous là, hein. C'est bien d'être lucide, honnête avec soi-même. Et de toute façon, même si je suis déjà bon,
même si je fais déjà très attention à ma respiration dans la plupart des circonstances, je peux certainement encore m'améliorer. Alors, je vais vous proposer une petite pratique respiratoire. Et justement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus maintenant sur Internet. C'est la respiration qui s'appelle cohérence cardiaque. Elle était au départ ah oui, oui, le côté de l'apnée, oui, c'est ça. L'apnée, ça veut dire qu'il y a des muscles qui sont certainement bloqués ou, voilà, ou quelle que soit la raison, hein. Et ces muscles peuvent être bloqués du fait de certaines émotions qui n'ont pas été digérées, hein. C'est tout à fait possible. Et après, quand je suis dans certaines situations, ça me rappelle les souvenirs qui ont généré à la base ces émotions et je suis bloqué. Donc, il y a un petit peu de boulot. Donc, très bien. Donc, je reviens. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil fabuleux qui a été étudié scientifiquement, notamment par un institut américain qui s'appelle le HeartMath Institute, qui a travaillé avec notamment l'armée américaine. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur les personnes qui pratiquent plus ou moins régulièrement la cohérence cardiaque. Et effectivement, il y a des bénéfices sur la qualité du sommeil, sur la qualité de l'humeur, justement une humeur de plus en plus optimiste, de plus en plus positive, sur le système immunitaire, etc. Donc c'est vraiment très, très, très solide. Alors évidemment, il n'y a pas de panacée, donc il y aura toujours des personnes pour lesquelles les effets seront minimes ou inexistants, mais on va dire que pour 80 à 85% des personnes, ça fonctionne très, très bien. Alors je répondrai à la question sur la nourriture après. Et là, je vous propose une petite mise en pratique. Alors, tac. On va peut-être pas pratiquer 5 minutes, mais au moins 3 4 minutes. Voilà, c'est très simple. La bille va monter, on inspire, et on inspire sans forcer. Mais on essaie d'inspirer comme si on était une bouteille, c'est-à-dire qu'une bouteille, quand on verse de l'eau dans une bouteille, c'est d'abord le bas de la bouteille qui se remplit, on est bien d'accord. Donc là, l'air qui rentre, c'est d'abord l'abdomen qui devrait se gonfler. OK? Allez, c'est parti. Et moi, je vais donner quelques petites indications supplémentaires auxquelles on n'a pas forcément accès sur Internet. Alors, essayez d'avoir le cou, la tête et le tronc bien alignés, les pieds à plat, d'être vraiment alignés sans tension, les épaules sans tension si possible. Et je pense que pour celles et ceux qui ont entendu parler de la cohérence cardiaque, eh bien, vous allez évidemment vous y retrouver, mais il y a des... Je me suis formé à cette technique avec l'Institut HeartMath. Je vais vous donner des petites indications supplémentaires. Une première indication, c'est que vous pourriez mettre la main sur le cœur. Vous pourriez mettre la main sur le cœur. Et quand vous inspirez, sentir que l'air entre directement au niveau du cœur. Et quand vous expirez, que l'air sort directement du cœur. Je suis de plus en plus dans un rythme intérieur qui est ralenti, tout en inspirant selon cette bille qui monte et en expirant selon son cours descendant. Et l'air entre au niveau du cœur, sort au niveau du cœur. Autre indication, j'amène dans mon esprit maintenant une scène agréable. Ça peut être celle qui est sur la photo que je vois à l'écran, ou ça peut être un autre souvenir agréable. Cela va augmenter
les effets positifs de la cohérence cardiaque. L'air entre toujours au niveau du cœur et sort au niveau du cœur. Je peux observer l'impact que cet exercice a sur mes pensées, sur le rythme des pensées notamment. Et comme mon corps est de plus en plus au ralenti, mon esprit se pose de plus en plus et la paix s'installe dans mon esprit. Si d'autres pensées viennent, je les laisse passer, je reste focalisé sur cet air qui entre et qui sort au niveau du cœur. Dans l'instant présent, je continue ce rythme-là, je ressens tous les bénéfices de la cohérence cardiaque et je suis de plus en plus dans le lâcher-prise, je n'ai rien à faire dans l'instant présent. À l'instant présent, à la pointe de l'instant présent, je n'ai absolument rien à faire, aucune responsabilité à exercer, aucun rôle à jouer, aucune relation à laquelle penser. Je suis tout simplement. Voilà, je vais arrêter un petit peu avant la fin des 5 minutes. Voilà. Voilà les amis, je suis curieux de voir ce que cela a donné pour vous. Même si vous connaissiez déjà, le fait de le faire ensemble aussi, ça peut parfois être plus puissant. Donc n'hésitez pas à partager sur la boîte de dialogue ou au micro. En attendant, j'en profite juste pour dire que par rapport à la nourriture, donc ce que nous dit la sagesse de l'Ayurveda notamment, hein, c'est qu'il y a différents types de nourriture. Il y a des nourritures qui nous rapprochent de la vérité, on appelle ça des nourritures sattviques. Il y a des nourritures qui nous éloignent de la vérité, on appelle ça les nourritures tamasiques. Il y a des nourritures qui sont intermédiaires, qui vont agiter l'esprit, mais qui vont pas l'amener vers le bas. On appelle ça les nourritures rajasiques. Et ces nourritures donc, ont un impact direct sur la pensée. Et pour s'apercevoir de l'impact de la nourriture sur la pensée, eh bien, il y a juste à s'observer quand on est en train de digérer. Il y a juste à s'observer pour celles et ceux qui boivent de l'alcool, quand ils boivent de l'alcool, ce que ça donne, hein, en tout cas à partir d'une certaine quantité d'alcool. Il y a juste à s'observer quand on fait un jeûne, hein, que ce soit un jeûne prolongé ou un jeûne épisodique, on voit tout de suite l'impact, hein. Et donc, si je dirais, j'oserais dire, mais vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis évidemment, mais que si vous prenez votre bonheur au sérieux et votre paix intérieure au sérieux, vous ferez de plus en plus attention à la qualité de votre nourriture. Et puisque j'ai parlé des nourritures sattviques, c'est-à-dire des nourritures qui vous rapprochent de la vérité, sat, c'est la racine en hindi, c'est peut-être même, du sanskrit, c'est la vérité, eh bien vous diminuerez fortement tout ce qui est carné.
hein, pour aller vers ce qui est consommation plutôt végétarienne. Alors, pas de souci pour le retard, on sait ce que c'est l'époque. La plupart ont eu plutôt une bonne expérience. Enfin, je le vois sur mon autre écran, c'est pour ça que je ne regarde pas la caméra, désolé, hein, mais plutôt une bonne expérience. OK. Oui, alors c'est ça. Au début, ça peut être intéressant de le faire, effectivement, avec un enregistrement. Vous trouverez beaucoup de vidéos, hein, sur Internet. Mais en tout cas, c'est une des techniques les plus faciles à appliquer pour, encore une fois, activer le système parasympathique. OK. Et ce système parasympathique, encore une fois, c'est le frein. Et par rapport à tout ce qui est émotion désagréable, et peur, colère, etc., je ne dis pas que ces émotions sont inutiles si elles sont là, c'est qu'elles ont un message à nous donner. Donc, mais on ne veut pas les avoir trop longtemps. Donc, dès qu'on a ces émotions désagréables, pour ne pas rester sous le joug tyrannique de ces émotions, eh bien, cette méthode de la cohérence cardiaque est très intéressante parce qu'on peut là, en plus la pratiquer les yeux ouverts. C'est pour ça que les soldats s'en sont emparés, les forces de police aussi, les équipes chirurgicales, enfin, tous ces métiers qui sont soumis à des forts niveaux de stress. Le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'à notre époque, nous sommes tous plus ou moins stressés en permanence, hein. Alors, ce n'est pas forcément un stress désagréable, ça peut être juste un stress d'excitation parce qu'on a justement ces écrans autour de nous et parce qu'on est tout le temps en train de penser, on pense beaucoup trop. OK. Et donc, on est quelque part stressé en permanence, on est accro, enfin, on a tous plus ou moins des dépendances qui sont nourries par cette société de consommation dans laquelle on est, qui nous donne plein de choses face auxquelles on peut être un petit peu démuni. Il y a une très bonne psychiatre américaine qui a écrit un livre qui s'appelle La Nation dopamine. Donc, on est accro, et peut-être encore plus les plus jeunes générations, malheureusement, à des shoots de dopamine en permanence, et notre cerveau n'a plus l'habitude, justement, de ne rien faire. OK. Et donc, activer le parasympathique, pour ça, c'est super. Et en plus, je dirais que puisque vous êtes là, probablement, c'est que vous méditez déjà au minimum un petit peu. Eh bien, moi, je recommanderais, surtout si vous méditez, par exemple, en fin de journée, la journée s'est passée peut-être à un rythme un petit peu endiablé, comme elles peuvent se passer à notre époque, entre le pro, le perso, euh, toutes les pensées que vous avez produites, les émotions, les sentiments, peut-être certaines frustrations, etc. Eh bien, si je me pose et que je médite juste comme ça, peut-être pas évident, parce que l'esprit, vous avez peut-être remarqué, il y a une certaine inertie de votre esprit. OK. Et si l'esprit a été à fond toute la journée, ou en tout cas à un rythme élevé toute la journée, c'est pas parce que vous vous posez pour méditer face à un point de lumière que ça va bien se passer tout de suite, sauf si vous êtes vraiment entraîné. Donc moi, je proposerais de faire par exemple 5 minutes de cohérence cardiaque et après vous passez à la méditation. Voilà. Ou d'autres techniques, mais celle-là est tellement simple. Alors juste pour terminer là-dessus, sachez que celles et ceux qui retirent le maximum de bénéfices de la cohérence cardiaque, hein, au point que ça change leur existence, ce sont ces personnes qui pratiquent au moins 3 fois par jour. OK, donc 3 fois 5 minutes par jour. J'avais mis dans la diapositive initiale, hein, je crois que peut-être le rythme de 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expire ne vous convient pas forcément. À ce moment-là, vous pouvez tenter 4 et 4 ou 6 et 6, hein. Donc, on peut s'adapter. Mais en tout cas, c'est autour de 5, mais ce n'est pas 3, 2 ou 8 ou 9. Alors, la cohérence cardiaque, non. Alors, c'est une bonne question, Daniel. C'est plutôt que ça met tous nos organes en cohérence et notamment, ça met en cohérence le cœur et le cerveau. Et en règle générale, quand je suis stressé, c'est plutôt le cerveau qui domine. Et comme je suis stressé, je crée des pensées de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'elle va y arriver? Etc. Et du coup, mon cœur respire de façon incohérente. OK? Quand je me mets en cohérence cardiaque, oui, oui, tout à fait, il y a des applications gratuites. Quand je me mets en cohérence cardiaque, parce que déjà, je mets le cœur
en cohérence et après lui-même redevient en quelque sorte souverain. Finalement, bah, c'est la meilleure des choses pour nous parce que probablement, encore une fois, nous pensons trop. Et si on utilise le cœur davantage, on n'aura pas besoin de penser autant. Et probablement qu'on sera aussi plus efficace. Et en plus, comme le disait notre compagnon Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, en activant davantage le cœur, eh bien, on aura une vie certainement plus harmonieuse. Voilà. Donc, effectivement, je répète, il est possible de varier le cycle. Mais en tout cas, vous savez, il y a beaucoup de euh, pranayama. Donc là, ça vient du hatha yoga où quand on veut activer le parasympathique, donc le frein, c'est plutôt un expire long, plus long en tout cas que l'inspire. Là, vraiment, la cohérence cardiaque, la spécificité, c'est que l'inspire et l'expire ont la même durée. Voilà, c'est la spécificité. On va passer à la deuxième clé, parce que là, la clé, on l'a vu en détail et le temps passe. La clé de l'esprit. Alors, comme je l'ai dit, l'esprit, quand vous, certains d'entre vous disent, oui, j'ai l'impression que parfois, mon, ma respiration est un peu bloquée ou elle est saccadée, etc. Ben, si vous observez finement, vous verrez qu'il y a une grande corrélation aussi entre le rythme de vos pensées et votre respiration. C'est pour ça que c'est intéressant d'activer d'abord la première clé, la clé de la respiration, que ce soit par la cohérence cardiaque ou toute autre méthode de respiration. Et je vous ai dit pourquoi je suggérais cette méthode-là. Et quant à la clé de l'esprit, eh bien, je crois que particulièrement à notre époque où il y a tellement, tellement d'influences qui, pardonnez-moi l'expression, se baladent dans l'atmosphère, notamment pour celles et ceux qui, comme moi, je suis quand même un citadin, bon, même si je ne suis pas Grenoble même, mais dans la banlieue une banlieue de Grenoble, je m'estime quand même comme un citadin. Il y a une route avec pas mal de voitures qui circulent pas loin, etc. Encore une fois, il y a tous les écrans. On rencontre aussi, a priori, pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus de personnes dans l'existence que les précédentes générations. On rencontre, on est exposé à des tas d'influences si on regarde, si on est pas mal connecté à Internet. Bon, personnellement, je suis connecté à Internet professionnellement, donc je suis très exposé à ça. Et puis après, parfois c'est à titre de curiosité, parfois aussi à titre de loisir. Et jamais les précédentes générations n'ont été exposées à autant d'idées, à autant d'informations, à autant d'influences. C'est pour ça que je vous propose de bien réaliser que notre esprit est un peu comme une éponge. Et il est influencé en permanence par des tas de facteurs, donc je les ai regroupés ici. Les facteurs externes, donc des énergies plutôt grossières dans le sens justement d'opposé à subtil, et des énergies effectivement plus fines. Et pourquoi c'est important de réaliser ça? C'est parce que ce que j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que notre existence ne se passe pas à l'extérieur. Hein, évidemment, on regarde, moi si je regarde, là je vois par exemple, dans la pièce dans laquelle je suis, il y a une fenêtre. Si je regarde au travers de la fenêtre, je vois des lampadaires. Et si je me penche, je vais peut-être voir des voitures, il y a un parking, etc. Mais ce serait stupide de croire que cette scène se passe à l'extérieur. En fait, cette scène, elle se passe sur l'écran de mon esprit. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. À chaque instant de notre existence, à chaque instant de notre existence, la vie ne se passe pas à l'extérieur. Hein. Que je sois exposé au froid, au chaud, que je mange justement de la bonne nourriture ou une nourriture peut-être qui ne me plaît pas ou un petit peu passée, etc. Toutes ces informations vont arriver sur l'écran de mon esprit. Et ces informations donc vont me donner l'expérience du vécu à l'instant T.
et à l'instant T plus 1, j'aurai une autre expérience, à l'instant T plus 2, une autre expérience, etc. C'est pour ça que des personnes dans une même pièce vivront quelque chose de potentiellement très différent, hein. Parce que, évidemment, en plus donc des informations qui viennent et qui sont donc ces facteurs dits externes, eh bien, il y a tous les facteurs subtils, le passé de chaque personne, le ressenti à l'instant T des personnes. Alors, vous savez par exemple que, je pense, j'espère que ça n'arrivera à personne ici, mais si vous deviez passer devant un tribunal le matin, à votre avis, à quel moment de la matinée il vaut mieux passer? Donc, je ne vais pas attendre les réponses parce que je veux. Alors, oui, c'est mieux de passer le matin, probablement, mais le matin, il y a un horaire auquel il faut surtout pas passer. C'est plutôt en fin de matinée quand les magistrats commencent à avoir faim. Et ça, il y a des études statistiques, malheureusement. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas véritablement d'équité. Il y a des études statistiques qui le montrent pour des mêmes, comment dirais-je, des mêmes délits, crimes, tout ce que vous voulez, il n'y aura pas d'équité et on voit que des juges vont être plus sévères en fin de matinée. Donc, vous voyez notre esprit à quel point il est fin, notre esprit à quel point il est sensible. Mais est-ce qu'on en a conscience? Donc, c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que la nourriture a un si grand impact, mais il y a un proverbe aussi qui vient de la spiritualité indienne, hein, qui est Jesa Sang Vesa Rang, donc telle est ma compagnie, c'est comme ça que je vais être coloré. Ok. Et il y a d'ailleurs une anecdote assez fabuleuse. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais le fondateur du chemin du Raja Yoga, c'est un Indien qui vivait dans le Sindh, qui est né en 1876, quand il a commencé à avoir des expériences spirituelles. Donc cet Indien, il s'appelle Brahma Baba. Enfin, plutôt, à partir du moment où il a eu des expériences spirituelles, il s'est appelé Brahma Baba. Et ce qu'il raconte, c'est que quand il était jeune, il était déjà très intéressé par la spiritualité. Et il avait prévu de mener une vie plutôt de renonciation. Et il a été au cinéma quand il était adolescent. Donc, comme les Anglais étaient en Inde, eh bien, évidemment, le cinéma a dû être importé, j'imagine, à partir de la fin du 19e siècle, hein, une fois que les frères Lumière l'ont inventé au début du 20e siècle. Et alors, il était peut-être plus qu'adolescent d'ailleurs, il était même probablement un jeune adulte, hein, si c'était au début du 20e siècle, au début des années 1900. Et il dit que il a été au cinéma, il a vu un film qui était une histoire très romantique. C'était probablement un court métrage, mais une histoire très romantique entre un homme qui tombe amoureux d'une femme et vice-versa. Et du coup, il a complètement mis de côté ses idées de vie spirituelle et justement, il est devenu ben, déjà un très très bon businessman. Il est devenu un diamantaire qui négociait avec les Maharajas, avec les hauts dignitaires anglais, etc. Il a fondé une famille, il a eu jusqu'à 5 enfants. Et c'est seulement à partir de l'âge de quasiment 60 ans que vraiment il a eu un nouveau réveil spirituel. Mais voilà, vous imaginez bien là alors c'est une histoire effectivement assez caractéristique, mais l'impact des images, hein, sur notre cerveau, l'impact des paroles, l'impact des écrits, comment je m'endors le soir, avec quel type, alors le pire, ce serait de s'endormir devant un écran, évidemment. J'espère que ça n'arrive à personne ici. Mais si je m'endors même devant un livre, enfin, en lisant un livre, et si c'est un livre effectivement qui contient, on va dire, du contenu qui est peut-être plutôt du contenu violent ou du contenu qui n'est pas forcément très, très élevé, c'est ce qui va entrer dans mon subconscient. Ok. Et donc, je dois faire vraiment très attention si, encore une fois, je prends ma paix et mon bonheur spirituel au sérieux, mon bonheur intérieur et ma paix intérieure au sérieux, je dois faire attention à ce à quoi j'expose mon esprit.
Ok. Alors évidemment, dans le Raja Yoga, on va dire que la meilleure exposition, d'abord, bah, c'est des textes spirituels. Après, c'est d'être en compagnie de personnes qui sont elles-mêmes orientées spirituellement. Et puis, ben, comme vous le savez, le Raja Yoga, c'est le lien royal, c'est se relier à la source, parce que c'est cet être qui va, subtil, euh, immatériel, incorporel, qui va donner les plus belles couleurs à l'être humain, à l'âme humaine. OK? Alors, j'ai peut-être une autre. Voilà, ça c'est quelque chose que je pense que toutes celles et ceux qui pratiquent le Raja Yoga connaissent bien. C'est l'échelle des pensées. Et évidemment, si encore une fois, je veux aller vers un bonheur durable, malgré un monde qui est un peu chaotique, il faut bien le dire, ok? Et probablement, encore une fois, voyons-nous, soyons emplis de gratitude parce que nous, on est encore à une époque et à un moment où, quand on appuie sur un bouton, on a l'électricité, quand on tourne un robinet, on a de l'eau. Il y a déjà au minimum des centaines de millions de personnes et peut-être même 1 à 2 milliards de personnes, peut-être plus, sur la Terre qui n'ont pas accès à, à tout ça, hein. Donc soyons nous emplis de gratitude, même si il y a pas mal de mauvaises nouvelles qui s'accumulent les unes sur les autres. Et faisons attention aussi à ne pas trop nous laisser intoxiquer par les médias, parce qu'on le sait tous, le business des médias, c'est de créer de la peur, hein. En tout cas, la plupart des médias. La plupart des médias. On va dire les médias mainstream, les médias officiels. On dirait que c'est leur boulot, en tout cas. Alors voilà, donc si je fais attention à mes pensées, eh bien, ça peut être très intéressant, encore une fois, comme pratique quotidienne, de prendre un petit cahier personnel, comme le faisait l'empereur Marc Aurèle, hein, qui nous a légué les pensées pour moi-même, ouvrage admirable. Et lui, il était quand même très, très occupé. D'accord, il n'avait pas Internet, mais il a fait beaucoup la guerre. Il a été obligé beaucoup de faire la guerre. Il a combattu avec ses légions. Et du coup, il a quand même, il prenait le temps presque chaque jour de se retirer dans sa tente et de faire le bilan de comment s'était passée la journée. Mais encore une fois, non pas au niveau extérieur, mais au niveau de son esprit. Est-ce qu'il avait succombé à la colère, à la jalousie, à, à la fierté, etc., etc., etc. Je rappellerai aussi, on a tendance à l'oublier, que les pensées négatives, c'est pas seulement vis-à-vis de soi. Enfin, toutes les pensées, elles sont pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes et de la vie, elles sont aussi vis-à-vis des autres. Donc, si je pense régulièrement à une personne en particulier, peut-être parce qu'elle fait partie de mon cercle proche, que ce soit mon cercle familial ou mon cercle professionnel, et que je pense régulièrement euh, aux défauts de cette personne et que je ne nourris pas forcément de bons sentiments vis-à-vis de cette personne, eh bien, il faut bien comprendre aussi, mesdames et messieurs, que je suis en train de m'empoisonner. OK? L'âme humaine, la conscience humaine, maintenant, vous avez tout le courant de la psychologie positive qui le démontre. Nous sommes faits pour fonctionner sur le positif. Nous sommes faits pour fonctionner sur la vibration, l'énergie de l'optimisme. Donc, quelque part, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, il ne s'agit pas de devenir des adeptes de la méthode Coué, hein, parce qu'on sait que la méthode Coué, après, on peut, comment dirais-je, répéter des affirmations un peu comme des mantras, mais si on ne le ressent pas, c'est pas bon. Non, le travail va être plus fin que ça, plus subtil, parce que si je dis, par exemple, je suis un être de paix, et que je ne le ressens pas, eh bien, il va falloir que je travaille là-dessus. Peut-être, par exemple, en faisant justement de la cohérence cardiaque d'abord, en me relaxant physiquement, en allant prendre l'air, et après, je reviens pour méditer. Et quand je nourrirai mon esprit avec des pensées élevées, alors qu'est-ce que sont les pensées et les sentiments élevés? C'est plus que les sentiments positifs. Les pensées et les sentiments élevés, ou les pensées pures, les sentiments purs, sont les pensées relatives à la vraie nature de l'âme. Donc, dans le Raja Yoga, la vraie nature de l'âme, c'est je suis un être de paix.
Je suis un être d'amour. Je suis un être de félicité. Je suis un être de sagesse. Je suis un être de pouvoir spirituel. Et encore une fois, le pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur moi et la capacité à mettre en place dans mon existence ce qui est bon pour moi et pour les autres. Et tout simplement, souvent dans les textes du Raja Yoga, vous aurez cette phrase, l'âme est la merveille de l'univers. Et effectivement, ce point de lumière métaphysique, ce point de conscience, c'est pure beauté, pure beauté. Mais évidemment, dans le monde actuel, on a peut-être du mal à envisager cela. Alors, un petit exercice à faire au quotidien, mais vous le faites déjà peut-être, encore une fois, hein, c'est en observant ses pensées et pour les pensées qui ne sont pas élevées, pour les pensées qui sont négatives, pour les pensées qui sont perdues, gaspillées, etc., eh bien, tenter de mettre en place des pensées alternatives, tenter de mettre en place des stratégies par rapport à certaines situations délicates. Le Raja Yoga, Raja, ça veut dire royal, encore une fois, c'est pour redevenir souverain de soi. Toute l'idée, c'est de ne plus être esclave de notre esprit. Esprit lui-même, esclave des circonstances ou esclave des mémoires du passé. C'est ça le Raja Yoga, hein. C'est de redevenir libre, en fait, des êtres libres. Même si le contexte extérieur n'est pas un contexte de liberté, intérieurement, je suis libre. Il y a de très beaux exemples de ça par des êtres qui ne pratiquaient pas d'ailleurs le Raja Yoga, mais qui allaient dans ce sens-là. Bon, moi, je vous invite à vraiment lire, découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl, notamment, qui a ce psychiatre juif autrichien qui a été dans les camps de concentration, qui en est sorti alors que toute sa famille a été exterminée. Mais ce livre est fabuleux pour comprendre ce que c'est que la liberté intérieure. Bon, après, on peut penser aussi à Gandhi, etc. Mais Viktor Frankl peut-être paraîtra plus proche de nous. Euh, Frankl, Frankl. Et enfin, on terminera, ça c'est probablement ce que nous apporte véritablement l'Orient, notamment la pensée, alors la pensée chinoise avec le Wu Wei, hein, c'est le lâcher prise, laisser les choses advenir. La pensée euh, de Bharat, la pensée de l'Inde, c'est le détachement. Le détachement, on confond souvent détachement avec indifférence, ce n'est pas du tout ça. OK? Alors déjà, là, une petite pratique au quotidien pour justement déjà se détacher de l'action, se détacher de la situation. Quand je commence à... alors, en fait, l'idée, c'est qu'il faudrait, encore une fois, que je m'observe plus finement. Par exemple, on le sait malheureusement, là, il y a des guerres un peu partout, enfin un peu partout, en tout cas dans certains endroits du monde. Il y a des pays qui se lancent des missiles. Euh, Quand un missile est lancé par le pays A vers le pays B a tout intérêt à repérer le plus tôt possible qu'un missile a été lancé vers lui. On est d'accord. Pour nous, c'est pareil. Plus je suis fin dans mes observations de moi-même, plus je vais repérer que, ah, là, mes pensées sont négatives vis-à-vis de moi. Je me suis dit peut-être je suis nul, je suis un abruti, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, et puis lui, il est comme ça, etc. Bon, bref. Alors, si je ne le repère pas, après, ça devient vite une habitude, hein. La boule de neige va grandir. Donc, l'idée, ce serait de s'observer plus finement. Attention, sans tension, hein. On a souvent ça dans le Raja Yoga aussi. Attention, sans tension. OK? Et donc, je fais un petit stop. Et bon, il y aurait d'autres techniques aussi pour accueillir si j'ai des émotions désagréables, laisser ces émotions, vraiment les accueillir, les laisser pénétrer mon corps véritablement. Et on verra après que ces émotions, au bout du compte, disparaissent ou s'atténuent grandement. OK? Mais voilà, cette méthode-là est un outil comme un autre pour
ne plus être complètement collé au quotidien, quoi. C'est ça. Notre défi, c'est ça. On est collé, on est attaché à nos rôles, à nos relations. Et c'est ce qui crée de la souffrance au bout d'un moment. Évidemment, ça crée un certain plaisir pendant un certain temps, mais dès que les situations changent, qu'elles ne nous conviennent plus, dès que quelqu'un avec qui on s'entend bien d'habitude ne nous convient pas, ça peut être notre compagnon, notre compagne, ah, il m'a pas regardé comme il me regarde d'habitude, il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude, elle m'a parlé comme ça, etc. Le bonheur disparaît ou s'atténue. Non, mais ça, ce n'est pas ça être un être humain. Un être humain doit, peut en tout cas viser davantage de liberté. Et c'est pas devenir un robot, hein, c'est simplement retrouver un autre niveau de conscience. Alors, un autre petit exercice, justement, au quotidien, la plupart d'entre nous, probablement qu'on passe entre tous ces rôles, hein, la famille, le travail, et puis encore plus avec les instruments que l'on a. Je suis au travail et puis je reçois peut-être un SMS ou un WhatsApp d'un ami ou d'un compagnon ou de quelqu'un de ma famille. Alors tout de suite, je pense à cet ami ou à ce compagnon, même si je réponds pas. On est tout le temps interrompu. Je rentre dans la voiture pour aller chez moi, mais je suis en train de penser au travail où je mets la radio et puis je pense à la vie sociale ou à la vie politique. Ça va à 100 à l'heure. Plus on pense, plus on se fatigue. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de diminuer le rythme de nos pensées, hein, d'activer le parasympathique. Et donc l'idée, ce serait de faire régulièrement dans la journée, ne serait-ce que des micro-pauses. Alors, je le dis assez souvent. Il y a un moment donné, je travaillais en open space. Open space, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes sur un même plateau. C'était très fatigant. Et donc, j'allais aux toilettes, non pas pour aller aux toilettes, mais juste pour appuyer sur le bouton pause. Voilà, il faut se donner les moyens. Notre cerveau a besoin de faire la pause, ok, et de se détacher des objets connectés, etc., et des situations régulièrement. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la possibilité d'avoir davantage de maîtrise. Et au bout du compte, effectivement, vous avez peut-être entendu parler, et on va terminer là-dessus, de cette expression dans le Raja Yoga, la conscience d'âme. La conscience d'âme, c'est avoir conscience de qui je suis, donc cet être spirituel. Je joue un rôle, je suis un acteur sur la grande pièce de théâtre de la vie. C'est un peu comme aller dans l'œil du cyclone, hein. Et ce que nous disent effectivement les météorologues, c'est que l'œil du cyclone, c'est peut-être pas le calme absolu, mais en tout cas, c'est l'espace dans lequel le vent est le moins fort, ok, voire nul, ça dépend des cyclones. Et l'œil du cyclone, il n'est pas à l'extérieur. Ok, si je peux partir en vacances aux Seychelles pour me mettre dans une sorte d'œil du cyclone, c'est très bien, mais qu'est-ce qui va se passer après quand je reviendrai au quotidien si j'ai l'habitude d'être stressé? Donc non, l'œil du cyclone, il est à l'intérieur. Voilà. Et ça, la voie royale pour ça, mesdames et messieurs, ça reste la méditation. Donc, ce que je vous propose, sauf s'il y a des questions, mais à ce moment-là, je vais prendre juste 2 questions maximum, c'est qu'on médite pour terminer. Et comme ça, nous pourrons passer à la deuxième partie de soirée. Y a-t-il des questions? J'ai mis un petit peu de musique. Donc les amis, pas de questions. Je considère que vous savez maintenant activer les clés, mais comme on l'a dit au départ, ce qui va compter, c'est l'habitude, la bonne habitude d'activer régulièrement ces clés. Et donc, première bonne habitude, eh bien, ce que je vous propose, c'est déjà de terminer par une méditation et on va aller tous ensemble dans l'œil du cyclone. Et je vous souhaite d'avance une bonne seconde partie de soirée en vous félicitant d'être venu à cet atelier pour vous faire du bien en première partie de soirée. Et en vous remerciant aussi, évidemment. C'était un plaisir.
Donc je respire de façon fluide. Éventuellement, je peux prolonger l'expire par rapport à l'inspire. Je peux avoir conscience que nous sommes nombreux à méditer ensemble et que même si nous sommes éloignés les uns des autres, en fait, de façon subtile, nous sommes connectés et nous nous aidons. Il y a la force d'un groupe qui médite. Il y a eu des pensées, des paroles, des concepts, des idées. C'est déjà le passé maintenant. Je me focalise sur le point de lumière. Ce point de lumière, il est à la fois à l'extérieur, sur l'écran que je regarde, et il est à la fois à l'intérieur de moi-même. Et en vérité, c'est ce que je suis. Je suis cet être de paix, de calme, de sérénité. Si d'autres pensées viennent, je les laisse passer. La paix est ma vraie nature. La paix est une énergie qui me constitue, qui me régénère, qui guérit. La paix combinée au silence en particulier. Il n'y a rien à faire dans l'instant présent, juste être ce que je suis. Je suis la vie elle-même, la conscience. Conscience emplie de paix, emplie de compassion, de bons sentiments, sentiments élevés pour moi-même et pour le monde. Telle une étoile, je rayonne cette paix, je partage cette sérénité, ce calme.
Mon esprit est empli de ces belles énergies, chaque cellule de mon corps également. Et cette énergie rayonne également autour de moi. Et puis, petit à petit, graduellement, tranquillement, quand je le souhaite, je reviens à la conscience de la pièce dans laquelle je suis et je me promets de rester connecté à cette paix dans l'action, même en parlant, même en interagissant avec autrui. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie à nouveau de votre participation. Je vous rappelle que, bien sûr, il y a d'autres activités proposées par le Raja Yoga tout au long de la semaine en ligne. Il y a la méditation du matin, les ateliers là, qui ont lieu le soir aussi, vous pouvez les regarder à nouveau. Il y a une chaîne YouTube pour cela. Donc, voilà, vous pouvez diffuser ça aussi si vous le souhaitez partager avec des personnes notamment qui seraient un petit peu stressées par le monde actuel. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. J'espère vous retrouver et je vous dis à bientôt. Excellente seconde partie du mois de mars. À bientôt, Om Shanti.